Salut à tous, aujourd'hui je vais vous lire la suite de l'histoire de Paul. Donc pour ceux qui n'ont pas encore écouté les premiers chapitres, je vous invite à aller voir les deux premières vidéos et pour les autres, bonne continuation. Le père de Paul n'avait pas fait de longues études, mais il avait bon cœur. Il avait essayé de rendre la vie de son fils un peu meilleure que celle qu'il avait connue. Quand Alphonse demanda à Paul de prendre place à côté de lui, tout en lui proposant une bière, Paul répondit « Mais papa, je n'ai que 12 ans, je n'ai pas le droit de boire. » « Ah oui, excuse-moi, de temps en temps j'oublie que tu n'es pas encore adulte. Il va falloir que tu le deviennes rapidement, d'accord? Quand je ne serai plus là, maman aura besoin d'un homme à la maison, quelqu'un de sérieux et qui sache prendre soin de ta petite sœur. » Laura avait 2 ans de moins que Paul et était une enfant pleine de joie et d'enthousiasme. Tout ce que Paul faisait, elle voulait savoir le faire. Il fallait donc souvent veiller sur elle pour que l'utilisation de la grande échelle lors de la réparation de la toiture de la maison familiale ne lui devienne pas fatale. Alphonse n'avait pas beaucoup plus à dire, d'ailleurs il ne parlait pas souvent. Paul avait appris avec le temps de lire dans les gestes et grimaces de son père pour comprendre ce que celui-ci voulait ou ne voulait pas. Ce n'était pas toujours facile, et plus d'une fois il était tombé complètement à côté de la plaque. Mais au fond, il s'entendait plutôt bien. Paul était fier de son père et de la façon qu'il avait de regarder Clotilde, sa mère. C'était un couple simple mais profondément amoureux. Ils n'avaient pas grand-chose pour vivre, juste assez pour pouvoir offrir à leur fils des études supérieures. L'assurance vie qu'Alphonse avait signée sans le dire à sa femme assurait à la famille un revenu stable depuis qu'il était décédé. La seconde discussion que Paul avait eue avec son père était un peu plus embarrassante. « C'est quand que tu trouves une petite femme? Tu sais, moi et maman, c'est depuis le collège qu'on se connaît. Il serait temps de... Papa, tu sais bien, ça ne m'intéresse pas trop et puis, je ne sais pas, vous vous êtes rencontrés comment, maman et toi ?» C'était une évidence, je me rappelle encore très bien. Elle était assise là, juste devant moi. Sa mère était une femme magnifique, du moins aux yeux de son père. Comme lui, elle n'était pas particulièrement attirante. Elle avait ce petit quelque chose qui la transformait aux yeux d'Alphonse en sa belle rose. Et oui, le père de Paul avait un faible pour les roses. De toutes les couleurs, grandes, petites, tordues, n'importe. À ses yeux, ces fleurs étaient à l'image de ce qu'il y avait de plus beau sur cette terre, et Clotilde en faisait partie. La mère de Paul, quant à elle, n'attendait pas grand-chose des hommes. La dureté de son père, général pendant la guerre, ainsi que les remarques blessantes de ses frères quant à ses envies créatives, lui avaient appris très tôt de se faire confiance et à compter sur elle-même si elle voulait s'épanouir dans sa vie. Heureusement que la grand-mère de Paul était une femme très intelligente qui, en cachette, avait su encourager et soutenir Clotilde à emprunter son propre chemin. Quand Alphonse lui avait proposé d'aller ensemble au bal Musette, elle avait été profondément touchée par la sensibilité de son regard, caché derrière cette apparence de bagarreur. Avec lui, elle n'avait pas besoin d'avoir peur. Clotilde savait dès les premiers échanges qu'il allait prendre soin d'elle. La vie ne serait peut-être pas facile tous les jours, mais elle n'aurait pas à s'inquiéter de l'avenir. Ensemble, ils allaient pouvoir affronter n'importe quelle situation. L'admiration que Paul avait pour ses parents était à la fois une très belle chose, mais aussi un fardeau. Jamais il ne pensait pouvoir vivre une aventure amoureuse aussi vraie que celle de ses parents. Bien sûr, au fond, il l'espérait, mais le doute était tout de même présent au quotidien. Il ne s'était jamais réellement engagé dans sa relation amoureuse avec Clara. Heureusement qu'elle était assez sensible pour deviner l'amour qu'elle avait pour elle. Inconsciemment, Paul préférait étouffer son propre bonheur que de devoir réaliser qu'il n'allait jamais l'être autant que ses parents. Le poids de la comparaison était bien plus lourd à porter que ce qu'il ne voulait s'avouer, et c'est ainsi, par peur de décevoir ses propres attentes, qu'il se contentait d'un rien. Il avait mis de côté son espoir de vivre sa vie comme il la rêvait, et il s'était fait une raison quant à ses envies de voyages exotiques. 14 photos et 3 cartes postales entourées d'un mini palmier d'Ikea et d'une orchidée qui n'avait fleuri qu'une seule fois, le jour où ses collègues de travail la lui avaient offerte, voilà à quoi Paul avait réduit l'espoir d'une vie épanouie. Paul se réveilla tôt ce matin. Il n'avait pas très bien dormi, comme si quelque chose ou quelqu'un était venu le déranger pendant son sommeil. « Qu'est-ce qu'il y a, mon lapin? Depuis quand tu te réveilles si tôt ?»« Je n'en sais rien, C'est toi qui m'as réveillé cette nuit ?»« Je ne crois pas, j'ai super bien dormi, je suis allé une seule fois aux toilettes. Ah, cette tisane, j'ai bien fait de ne pas en boire après le repas. Tu avais l'air de dormir profondément quand je suis revenu me coucher, » lui répondit Clara. « Tu as peut-être rêvé ?»« Je ne sais pas, je ne me rappelle pas très bien. J'étais assis dans le métro. » Paul ne se souvenait de ses rêves que rarement. Il se moquait souvent de lui-même en disant à sa femme « Tu vois, je n'arrive même plus à me souvenir de mes propres rêves. »
Triste mais réaliste, c'est ainsi que Paul avait décidé de passer le reste de ses jours. Ce matin, quelque chose était différent. Aujourd'hui, il se souvenait de son rêve. Assis derrière un inconnu dans le RER, il observait défiler le paysage urbain. Il le connaissait par cœur, chaque immeuble, chaque feu rouge, même les passants qui attendaient l'arrivée du bus 156. Chapeau gris, robe rouge, la petite à la baguette. Au fur et à mesure des années, il leur avait donné des surnoms, comme s'ils pouvaient, l'instant d'un regard, faire partie de leur vie. L'inconnu devant lui semblait différent. Il portait une veste de couleur marron, une paire de jeans délavés et un chapeau gris foncé. Il semblait être comme lui, normal, et pour autant, quelque chose attira son attention. Paul ne savait pas exactement ce que c'était, d'autant plus qu'écouter son ressenti avait été systématiquement déconstruit pendant ses études d'ingénieur. Tout doit pouvoir être expliqué de façon rationnelle. Il entendait encore la voix du professeur Mirebleu. L'intuition, c'est pour les faibles, les perchés et les mauviettes. Comme Paul ne voulait faire partie d'aucune de ces catégories de personnes, la discussion était vite close. L'inconnu ne bougeait pas. Il semblait calme et disparaissait presque parmi les nombreux passagers. Alors que Paul s'apprêtait à détourner son regard, l'étranger mit la main à la poche et en sortit un petit boîtier gris. Le couvercle était transparent et on pouvait deviner un bouton rouge sous la protection. Un peu comme dans les films d'espionnage que Paul aimait regarder pendant ses rares heures perdues. Le mouvement fut décidé et rapide. L'inconnu avait soulevé le couvercle et appuyé sur le bouton. Une détonation violente fit trembler toute la rame de métro. Le bruit fut assourdissant. D'un mouvement brusque, Paul se retourna pour regarder à l'arrière du métro. Une boule de feu gigantesque monta au ciel. Le pont qu'il venait de traverser s'écroula. Choqué, Paul se retourna vers les autres passagers et l'inconnu qui avait déclenché l'explosion. Tout le monde semblait calme. Personne ne bougeait. L'homme avait rangé le boîtier dans sa poche et continuait tranquillement le voyage. Totalement confus, Paul essaya d'interpeller ses voisins. Personne ne semblait surpris de ce qui venait de se passer. Il était pourtant assis là, juste devant lui, et personne ne remua, ne serait-ce qu'un pouce pour intervenir. Était-il en train de rêver? Pourquoi personne n'avait entendu la détonation? Vous n'avez rien entendu? Demanda-t-il à la dame assise à sa droite. D'un air ennuyé, elle lui répondit. Mais si, ça doit encore être un de ces jeunes terroristes qui revient d'un stage aventure. Il y en a régulièrement sur cette ligne, ne vous inquiétez pas, hein. Si vous devez mourir, vous mourrez de toute façon un jour, nous mourrons tous, n'est-ce pas? Paul s'était réveillé brusquement, encore complètement bouleversé par ces images. Il ne savait pas ce que ce rêve devait signifier. Il avait lu un jour un livre sur l'interprétation des rêves, mais n'avait pas de temps à perdre avec de telles croyances paranormales. C'est juste notre cerveau qui intègre les informations de la journée. Ça ne sert à rien de les interpréter, avait-il argumenté avec Pierrette, sa collègue du bureau. D'ailleurs, tu ne l'as pas vu venir ta lombalgie dans tes rêves, hein? Paul pouvait facilement devenir blessant quand une discussion sortait de son cadre de référence. Il préférait confronter son vis-à-vis de façon directe à la réalité du monde que de s'engager dans une rêverie qui aurait pu questionner sa propre rationalité. Lentement, il émergea de son lit et prit son petit déjeuner. Un bon petit café au lait avec un sucre et demi, voilà, ça va te faire du bien. Un terroriste à Paris dans le RER, mais où tu es allé chercher ça? Lui sourit Clara en lui tendant sa tasse préférée. Retrouvant sa routine, Paul fit de même avec ses esprits. Merci, si ça recommence, j'irai voir à la pharmacie, ils ont certainement un truc contre les rêves. Je ne peux pas me permettre d'être fatigué au travail, dit-il en avalant le morceau de tartine qu'il avait généreusement recouvert de confiture à la fraise. Je vais prendre un peu l'air, on se voit ce soir? Rajouta-t-il en embrassant Clara dans le cou. En allant travailler ce matin, il ne put s'empêcher de scruter méticuleusement les passagers du métro. Qui sait? Les journaux parlaient sans arrêt de médiums qui savaient prédire l'avenir. Peut-être qu'il était un de ces énergumènes, sans même le savoir. Il pourrait devenir un héros en empêchant un terroriste de faire exploser la rame dans laquelle il se trouvait assis. Et comment ferais-tu pour l'arrêter? Un terroriste, par définition, c'est quelqu'un de surentraîné, quelqu'un de dangereux, quelqu'un qui n'a pas peur de passer à l'acte, lui aurait certainement expliqué sa fille avec un air ennuyé. Une chose était certaine. L'entraînement qu'il avait reçu se résumait essentiellement à l'art de surchauffer le clavier de son ordinateur. Pouvait-il avoir assez de courage pour interpeller un tel individu? Jamais. D'autant plus qu'être un héros lui semblait bien trop risqué. À la fin, c'est toujours celui qui ose qui se fait marcher dessus. Au départ, Paul ne voulait pas y croire, mais après les années passées dans l'entreprise boucheron, il avait décidé que la plupart des leçons de morale que sa mère lui avait enseignées n'étaient pas si fausses que ça. « Pauvre Jacques, se dit-il à nouveau,
Tout le monde a mal au dos et c'est celui qui le signale à la direction qui se fait muter. Paul avait appris lors du stage Management 1.0 comment on appelait ce phénomène. Dans chaque collectif, il faut un bouc émissaire, avait expliqué le formateur. Celui-ci avait été particulièrement éloquent pour défendre l'utilité d'un tel rôle dans le bon fonctionnement d'un groupe. La seule chose que Paul avait retenue était que dans chaque groupe, il devait y en avoir un qui charge pour les autres. Il faut avoir les épaules solides, sinon tout le monde vous tombe dessus. Si vous êtes faible, c'est mort. C'est le placard direct. Le monde du travail obéit à une seule loi, la loi du plus fort, avait continué l'expert en management. Paul n'avait pas compris si ce commentaire devait amuser l'auditoire ou si c'était la dure réalité. Quoi qu'il en soit, Paul avait décidé ce jour-là d'être un suiveur, plutôt que de finir comme Jacques. Jouer le héros n'était donc pas une option envisageable. Si l'inconnu assis devant lui ce matin avait été un terroriste, il avait heureusement décidé de repousser son petit attentat à un autre moment de la semaine. Paul arriva à l'heure au travail, mais quelque chose était différent. Quand on a l'habitude de voir les mêmes visages, le même environnement pendant des années, on remarque le moindre changement. Il ne savait pas encore exactement ce que c'était, mais Paul était certain qu'il n'allait pas tarder à le découvrir. Une par une, il monta les marches du bâtiment C13, aile gauche, jusqu'à pousser la porte du 3e étage. S'il n'avait pas fait attention, il aurait provoqué une collision violente avec Laura, qui d'un pas plus que décidé sortit du bureau, un carton vide dans les mains. La RH était juste derrière lui et essayait encore de le retenir. « Mais nous pourrions envisager une mutation dans un autre service. Peut-être que ça vous plaira davantage. » Elle semblait à bout de nerfs et à la limite des larmes. « Que se passe-t-il » demanda Paul. « Ils ont vendu à une multinationale américaine. De nouvelles règles. Plus de pantoufles, plus de photos, plus rien !» s'exclama-t-elle en se détournant de Paul pour couvrir son visage désespéré. Paul ne comprenait rien. Qui a vendu? C'est quoi ces nouvelles règles? Et pire encore, plus de photos? Avait-il bien compris? Sans perdre une seconde, il se dirigea vers sa forteresse. Il n'aurait pas osé. Stupéfait, Paul resta comme frappé par la foudre devant son box. Il était vide, plus rien, plus une photo sur les murs. Ils sont venus ce matin, ils ont tout vidé, tout foutu en l'air. Hop, à la poubelle. Et oui, c'est fini les vacances. Maintenant, il va falloir bosser. On pouvait s'y attendre, hein. Ils ont aussi transformé le bureau du fond en espace créatif. Il y a plein de trucs bizarres. Des mots affichés au mur, confiance, solidarité, et des stylos pour écrire sur les murs. La nonchalance avec laquelle Pierrette lui décrivit la situation fut consternante. Son box était vide. Son rêve avait disparu. Plus rien. Devant lui, un box gris, une chaise grise. C'est tout ce que Paul réalisait sur le moment. Laura, il avait démissionné sur le champ. « Plus de pantoufles, plus de Laura !» avait-il dit à M. Boucheron. Lui au moins, il avait du courage, pensa Paul sans refouler une légère admiration. Paul ne savait pas quoi faire. Il avait un sentiment en lui qu'il n'avait pas ressenti depuis très longtemps, comme une envie de ne pas se laisser faire, une petite voix qui lui disait « Vas-y, fais quelque chose ». Tout ce que son corps arrivait à produire ressemblait davantage à une figurine de cire de chez Madame Tussaud qu'à un combattant révolutionnaire. Et puis ça veut dire quoi un espace créatif? Comme si mon métier nécessitait de la créativité. Paul gérait les chiffres et encore des chiffres. La seule chose qui lui rappelait qu'il était autre chose qu'une calculatrice humaine étaient ces quelques photos. Rien de plus, juste quelques photos. Il avait à peine le temps de trier ses pensées que son chef de service demanda l'attention. Il était monté sur une chaise pour annoncer la bonne nouvelle. Mes chers collègues, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous annoncer une superbe nouvelle. Monsieur Francis Boucheron a décidé de vendre son entreprise à un grand groupe industriel qui réinvestit 10 millions de dollars dans notre entreprise. Toutes les difficultés financières du moment sont donc du passé. Vous avez tous la chance de garder votre emploi et j'ai même négocié pour l'ensemble du service de tout nouveaux fauteuils, le modèle XL35, plus de mal de dos. Nous allons enfin pouvoir être vraiment efficaces. Vous allez aussi pouvoir profiter du nouveau règlement intérieur que je vous prie de lire et de me faire parvenir signer avant la fin de la semaine. Pour vous divertir, vous avez l'espace créatif que vous aurez le droit d'utiliser 10 minutes par jour. Vous y trouverez aussi notre nouveau slogan, celui du groupe « S'écouter plus pour produire plus ». Fini les barres chocolatées au distributeur, maintenant vous avez droit au top du top pour être en forme. Voilà, c'est tout. Si vous avez des questions, ma porte est ouverte comme toujours. Le sentiment étrange dans le bas-ventre de Paul n'avait pas disparu. Au contraire, il avait empiré au fur et à mesure qu'il avait entendu les paroles de son supérieur hiérarchique. Il ne comprenait pas exactement ce qui était en train de se passer. Son corps ne semblait plus lui obéir. Un pas après l'autre, il se dirigea vers le bureau de son chef. La porte était fermée, il toqua à la porte.
Une seconde, je suis au téléphone, lui répondit une voix stressée. Après 10 minutes d'attente, la porte finit par s'entrouvrir et un chef de service, beaucoup moins enthousiaste qu'il y a encore quelques minutes, s'efforça de lui faire un sourire. Ah, c'est vous, Paul, qu'y a-t-il? L'histoire du fauteuil est réglée, hein, vous voyez? Vous devez être content. Vous pourrez me remercier plus tard. Là, je suis en conf call avec les investisseurs. Où sont mes images? Je voudrais mes photos. Ah, c'est pour ces quelques prospectus que vous aviez collés au mur? Ce sont les femmes de ménage qui les ont enlevés ce matin. J'espère que vous m'en voudrez pas. Mais ça vient de tout en haut. Tout doit aller très vite. Je suis sûr que vous comprenez. Vous en trouverez d'autres des photos comme ça. Ne vous inquiétez pas pour ça. Mais c'était mes photos, lui répondit Paul, retrouvant peu à peu ses mots. Il savait maintenant quel était ce sentiment qu'il essayait tant bien que mal de se cacher. Il était en colère. Il était terriblement en colère, contre tout, contre son chef, contre son boulot, contre M. Boucheron, contre tout le monde. De quel droit, pensa-t-il? Il n'en demandait pas beaucoup, il avait accepté de réduire ses rêves à 3 cartes postales et quelques photos, et même ça, c'était toujours trop. Paul n'y comprenait plus rien. Tout son corps avait commencé à trembler. Boum! Malgré le calme apparent, quelque chose avait explosé à l'intérieur de Paul. Le rêve, la rame, le terroriste, il comprit. Il était là, juste devant lui, l'inconnu du métro. Et il devait faire un choix. Mais lequel? Pourquoi vous n'auriez pas pu... C'est vrai... balbutia-t-il. Qu'est-ce qu'il y a, Paul? Ce n'est pas si grave. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez parler à Émilie, votre RH. Elle aura certainement une solution pour vous. Vous avez même droit à un coach personnel pour mieux gérer tout ce changement. Comme moi. Vous imaginez la chance? Alors s'il vous plaît, lâchez-moi avec ces quelques photos. Pensez plutôt au fauteuil. C'est quand même un geste très généreux. Vous savez combien ils coûtent ces nouveaux modèles? Allez, je dois y aller. Prenez un lait de soja, ça vous fera du bien. Je ne bois pas de soja, répondit Paul. Son chef avait déjà pratiquement renfermé la porte quand Paul la repoussa d'un geste décidé. Il faillit renverser son vis-à-vis. Jamais votre prédécesseur n'aurait... Et puis, M. Boucheron, après toutes ces années... Un peu surpris par lui-même, Paul essaya de s'encourager. C'est maintenant ou jamais, c'est trop, c'est trop. Arrête de te cacher derrière des excuses. Assume enfin qui tu es, tu peux le faire. Attendez un peu, vous avez quel âge, Paul? La trentaine? Ça ne fait même pas 15 ans que vous êtes là, un peu de souplesse. Imaginez un peu comment Gérard doit se sentir. Lui, ça fait 25 ans qu'il supporte tout ce bord. Il ne finit pas la phrase, par peur de dévoiler ce qu'il pensait réellement des choix de son PDG. Paul regarda son vis-à-vis droit dans les yeux, ne cachant plus sa colère ni son désespoir. Je vous emmerde, je démissionne. Paul fit demi-tour. Les larmes aux yeux, il accéléra le pas pour ne pas risquer de revenir sur sa décision. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout, se dit-il. Ses collègues le regardèrent d'un air choqué. Ce qu'il venait de voir n'était pas possible. Laura? D'accord. Il avait toujours été opposé à tout changement, mais Paul, il n'avait encore jamais osé dire quoi que ce soit. Il fallait faire vite. Paul n'était pas si serein. Il essaya de garder la tête haute, mais au fond de lui, Paul bouillonnait. L'explosion n'avait pas encore totalement eu lieu. Elle était imminente. Il quitta l'open space du bâtiment 13, aile gauche, 3e étage, sans se retourner. Pour la première fois de sa vie, il n'avait pas prévu à l'avance ce qui allait se passer. Pour la première fois, il se sentait libre. Terrorisé, jusque dans les moindres recoins de son corps, mais libre. Vous voyez que la vie normale de Paul est en train de basculer. On ne sait pas encore trop dans quoi, mais en tout cas, il y a un moment où il a osé s'affirmer, osé faire un choix qui va chambouler sa vie. Et il a trouvé ce courage, il a transformé cette colère en quelque chose. Alors, est-ce que ça lui servira ou pas? On le verra par la suite. Encore une fois, si vous êtes curieux de voir la suite avant que je vous la lise, vous avez le lien pour le livre audio. Si jamais aussi vous connaissez un éditeur qui pourrait être intéressé par ce livre, ben, n'hésitez pas à lui en parler, on ne sait jamais, peut-être que ça peut donner quelque chose. Voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Ciao.